Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci d'être venus aussi nombreux assister à ce dernier débat de la matinée qui s'annonce palpitant. Le sujet quel Yalta pour le transport aérien s'y prête, puisqu'il pose une question fondamentale. Comment le transport aérien international sera-t-il structuré à l'avenir? Comment sera-t-il organisé? Par qui? Comment? Bref, qui seront les gagnants et les perdants? Cela pose la question de la place que tiendront à l'avenir les compagnies du Golfe, Emirates, Etihad, Qatar Airways, des compagnies déjà très puissantes aujourd'hui, alors qu'elles n'étaient que des nains, voire inexistantes il y a encore 15 ans. Vont-elles dominer le transport aérien mondial comme elles en prennent le chemin grâce à leur croissance vertigineuse, l'excellente position géographique de leur hub, la qualité de leur flotte et de leurs produits, mais aussi du soutien direct ou indirect de leurs riches États actionnaires? Ou bien devront-elles revoir à la baisse leurs ambitions en raison de réactions protectionnistes de certains États soucieux de défendre leur pavillon? C'est tout l'enjeu du transport aérien d'aujourd'hui, un enjeu qui tourne à la polémique depuis le début de l'année avec la montée au créneau des 3 plus grosses compagnies américaines, Delta, United, American, qui demandent au gouvernement américain de revoir l'accord de ciel ouvert avec les pays du Golfe pour mettre fin à cette concurrence dite déloyale des compagnies du Golfe, qu'elles accusent d'être subventionnées. Ces compagnies américaines rejoignent ainsi le combat de certains poids lourds du transport aérien européen, Air France-KLM et Lufthansa. Alexandre de Gignac nous en parlera. De leur côté, les pays du Golfe et leurs compagnies réfutent le terme de subvention. Pour ces compagnies, leurs États ont mis en place un environnement favorable à l'essor du transport aérien, notamment par des faibles redevances aéroportuaires. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de Gignac, PDG d'Air France-KLM, et Thierry Antinori, vice-président exécutif, chef commercial, officer d'Emirates. La première question sera pour vous, Thierry Antinori. Comment voyez-vous le transport aérien dans 5, 10, 15, 20 ans? Et quelle sera la place des compagnies du Golfe et d'Emirates? Bonjour, je suis ravi d'être ici. Merci Fabrice. Je vois ça de manière positive. Le verre est à moitié plein, comme généralement à Dubaï d'ailleurs, dans toutes les activités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards ou 7 milliards 200 millions de personnes qui vivent sur la planète. D'ici 2025, il y en aura 8 milliards. Ces gens vont avoir un besoin accru de mobilité. Il y a de plus en plus de trade, de tourisme. Sur ces 7 milliards de personnes, plus de 4 habitent en Asie. 1 milliard et 100 millions habitent en Afrique. Donc le marché va croître. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 milliards 100 millions de passagers par an dans les avions et en 2030, l'OASI, on prévoit le double. Donc je dirais que c'est une activité où il y a de la croissance. Le gâteau va doubler. La croissance devrait être rentable pour les meilleurs. Donc moi, je suis assez positif et en général pour notre industrie. Il y a aussi des taux de croissance, comme le disait Fabrice Brégier, plutôt qui sont assez intéressants les dernières années, parce que c'est le nouveau monde qui voyage de plus en plus. Donc on est positif dans l'industrie, et chez Emirates, on est positif parce qu'en plus de ça, on plug ça sur la position géographique de Dubaï, qui est très intéressante justement entre l'Asie et l'Afrique. On plug ça sur le DNA de notre compagnie, qui est un DNA historiquement où on est très axé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour le consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler le marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter plus. Donc on est positif et on pense qu'on sera partie des acteurs du futur. Et c'est pour ça qu'on a acheté des avions. Aujourd'hui, on a une flotte d'environ 230 longs courriers. On en a maintenant 278 sur notre carnet de commandes, 199 777 et 79 380. On a l'aéroport de DWC qui va s'agrandir de manière considérable, donc, où on va shifter, je ne sais pas, quelque part vers 2025. Donc on est positif. Mais à la fin, on est très humble parce qu'il y a un boss, une seule personne qui décide, c'est le client. Donc le client nous dira si on a raison. Mais l'industrie va marcher, l'industrie va doubler de taille d'ici 2025-2030. Et Emirates, on met tout de notre côté pour faire partie des key players de demain, ou donner les raisons aux clients de choisir notre compagnie. Alexandre de Gignac, donc, est-ce que vous partagez la vision de Thierry Antinori? Emirates et probablement les autres compagnies du Golfe seront parmi les grands acteurs de demain. Oui, alors je partage le constat, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de passagers, donc la croissance est là.
pour les 20 prochaines années. La deuxième chose qui est importante et qui est nouvelle depuis 6 ou 7 ans, c'est que le transport aérien, et en tout cas certains transporteurs, ont démontré leur capacité à gagner de l'argent sur moyenne période. Ce qui, jusqu'au milieu des années 2000, n'était pas vrai. Donc on est capable de faire des compagnies profitables sur longue durée dans le transport aérien. Donc c'est bien l'objectif d'ailleurs de la France KLM. Troisièmement, comment ça va se structurer? J'essaye de répondre au-delà et en complément de ce que vient de dire Thierry Antinori. Moi je pense que ce qui empêche la consolidation actuellement, ce sont des règles souvent national ownership. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des participations majoritaires quand vous n'êtes pas du pays. Alors c'est vrai, nous par exemple, je ne pense pas qu'on puisse prendre une participation majoritaire dans Emirates. Voilà. D'ailleurs, Emirates ne veut pas prendre plus de 49% chez nous, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas européen. Chez les Américains, c'est 25%. En Asie, c'est très variable en fonction des pays. Je pense que ces règles vont évoluer. Et donc, à la fin, disons dans 10 ou 15 ans, je pense qu'il y aura 4 ou 5 très très grandes compagnies qui auront un pied en Amérique du Nord, un pied en Europe, 1 ou 2 pieds en Asie, éventuellement avec un pied ou pas dans le Golfe. Je ne sais pas, ça dépend de la politique d'alliance que mène la compagnie du Golfe. Et nous serons un de ceux-là. Voilà. La France KLM sera un des 3 ou 4, avec des alliés américains, chinois et peut-être dans le Golfe s'ils acceptent. On travaille pour ça, nous. Aujourd'hui, y a-t-il un moyen d'endiguer l'essor des compagnies du Golfe et des Émirats en particulier? Enfin, pour moi, le sujet, c'est pas endiguer l'essor. Les compagnies du Golfe ont une croissance absolument énorme. Elles représentent maintenant, sur la partie Europe, Asie du Sud-Est, Inde, une part de marché qui, par rapport aux Européens, le double que la nôtre, cumulée avec nos concurrents de Lufthansa et de British Airways. Donc, elles ont une croissance absolument énorme. Ce que nous disons, nous, c'est qu'on n'est pas contre les accords qui permettent de donner des droits de trafic, pourvu que la concurrence soit équitable. Alors c'est là qu'on diverge en réalité. Mais nous disons que la concurrence n'est pas équitable. Et d'ailleurs, en raison de l'argument qui est souvent invoqué par M. Antinori, qui est de dire que les États du Golfe ont mis en place une stratégie d'État. Alors après, on peut appeler ça subvention ou pas, mais c'est une stratégie d'État pour développer le transport aérien. Voilà. Et nous disons, tant que cette stratégie d'État n'est pas mise en œuvre dans les pays européens, en faveur des transporteurs européens, la concurrence est déséquilibrée. Voilà. Et donc, nous plaidons pour la mise en œuvre d'une stratégie d'État très très volontaire, à la fois par les États, la France, la Hollande, pour ce qui concerne la France KLM, puisque ce sont nos gouvernements respectifs, mais aussi par l'Union européenne. Et on pense qu'elle devrait être complétée par une négociation avec les États du Golfe. Donc, nous poussons l'Union européenne, avec nos amis de Lufthansa, notamment, à négocier avec les États du Golfe pour essayer de regarder les conditions d'équilibrage de la concurrence dans certains domaines. Voilà. Mais ça, Thierry Antinori le sait bien, il sait bien que c'est ça ce qu'on cherche. Monsieur Antinori, qu'en pensez-vous? La concurrence des compagnies du Golfe est-elle inéquitable selon vous donc? Je dirais que 35% du GDP à Dubaï, c'est aviation et tourisme. Donc c'est l'activité stratégique. Moi, je viens de Lorraine, de Metz. L'activité stratégique, c'était la sidérurgie. Après, j'ai travaillé en Allemagne. L'activité stratégique, c'est la construction automobile. Dans les pays du Golfe et à Dubaï, il y a une vision exceptionnelle. Enfin, je ne sais pas, vous devez connaître Dubaï. Il y a une vision exceptionnelle qui a eu lieu il y a 30-40 ans, facilitée par une compagnie Gulf Air qui, suite à la demande du rouleur, à faire quelques vols pour développer un hub touristique à Dubaï, a dit non. Donc, Sheikh Mohammed a décidé de créer sa propre compagnie aérienne avec 10 millions de dollars de starting capital il y a 30 ans, et 2 avions, et 3 destinations. Et donc, nous, c'est vrai que c'est une stratégie d'État parce que tout est mis en place pour qu'il y ait des infrastructures, il y a un environnement où les aéroports travaillent 24 heures par jour. Donc, tout est mis en place pour ça. Donc, mais après ça, qu'est-ce qui se passe si vous regardez Emirates sur les 30 dernières années? Les 27 ou 28 dernières années, on est profitable. Nos comptes sont audités par PricewaterhouseCoopers, donc le même auditeur que Lufthansa, par exemple. Ces comptes sont connus. J'ai le rapport ici. Vous devez le connaître, mais je vous le donne. Vous pouvez tout analyser. L'année dernière, on a fait 1,6 milliard de profit et on a donné 700 millions de dollars. On a donné 700 millions de dollars
de dividendes en cash à notre actionnaire et 300 millions de dollars de bonus pour notre staff. Et tout est basé sur quoi? C'est basé sur le fait qu'Emirates, par rapport aux autres compagnies aériennes, et j'ai travaillé dans 2 autres compagnies aériennes avant, que j'estime beaucoup, hein, et j'ai gardé beaucoup d'amis, Emirates, avec le même président, Sheikh Ahmed, depuis l'ouverture, il y a 30 ans, avec Tim Clark, le président actuel qui était déjà qui faisait partie de l'équipe qui a créé la compagnie il y a 30 ans, a compris 2-3 choses, parce qu'ils sont partis de rien, plus rapidement et mieux que les autres. C'est une compagnie qui a su anticiper les changements, les shifts démographiques et les shifts économiques du XXIe siècle. C'est une compagnie qui a su comprendre les attentes du client, les devancer et en tout cas les atteindre. Et toute l'histoire de la compagnie, c'est une histoire qui est basée sur le développement du revenu, du top line, parce que c'est la première compagnie qui a pris des initiatives comme le premier écran in-flight entertainment individuel en classe éco sur toute la flotte. C'est une compagnie qui a été la première à venir chercher les passagers en première et business à leur domicile ou à les emmener à leur hôtel. C'est une compagnie qui a investi massivement dans la marque pour correspondre au lifestyle des gens, et ce qui nous permet d'atteindre aussi d'atteindre beaucoup de gens qui veulent travailler dans la compagnie. Donc, l'entreprise a été créée sur une clean sheet avec des values qui sont customer, customer, customer. On n'est jamais embarrassé chez Emirates par le shareholder. On sait que si le customer est content, les employés seront fiers et le shareholder sera profitable. Donc c'est toute l'histoire de la compagnie et c'est tout le cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'on a pu créer, cette année on crée 11 000 emplois, et l'année dernière on a eu 129 000 personnes qui ont postulé juste pour les jobs de cabin crew. Donc je dirais c'est comprendre le client, comprendre le 21e siècle. Si vous prenez le Global 500, Fortune 500, en 2000, 5% des compagnies étaient seulement dans les emerging markets. 95% étaient dans les marchés développés. Si vous regardez ce qui va se passer en 2025, ce sera environ 50-50. Donc vous avez des changements démographiques, des changements géographiques et des changements de comportement du consommateur, digital, etc., qui jouent en notre faveur. Et tout le débat sur les subventions, nous on a déjà répondu clairement, tout est audité, donc moi je peux parler que d'Emirates, mais c'est très clair. Et on se sent injustement attaqué par cela, mais on n'a pas le temps de lamenter, on répondra à toutes les point par point au document de 55 pages qui a été produit aux États-Unis. Et derrière ça, on continue à travailler pour le client, parce que le client, il n'y en a rien à foutre des débats entre les compagnies aériennes. Ce qu'il veut, c'est des produits et des choses qui fonctionnent. Et pour parler de stratégie, la semaine dernière, j'étais à Paris. Il y a eu une manifestation très intéressante du quotidien du tourisme qui s'appelle les Victoires du tourisme. Et Emirates, on a eu de la chance, on a eu une victoire du tourisme. Mais plus intéressant, c'est la personne qui a reçu la victoire du tourisme avant moi. Parce que c'était la personnalité de l'année, c'était M. Laurent Fabius. Il a fait un speech en disant il y a quelque chose qui devient stratégique en France, c'est le tourisme. J'ai bien aimé ce qu'il a dit que c'était une pépite, le tourisme était une pépite, et maintenant c'est devenu un trésor national. Donc je pense qu'il y a des... un peu comme je sens le discours à Dubaï. Et donc je pense qu'il y a de l'avenir dans ce pays, parce que c'est des emplois qu'on ne pourra pas délocaliser et qu'Emirates peut contribuer à cela. Alexandre de Gignac, tout à l'heure, vous avez fait allusion donc, à cette concurrence inéquitable. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? En fait, on demande 3 choses. Il y a des politiques nationales pour nous qui sont importantes, d'allègement des contraintes réglementaires, fiscales et sociales, qui pèsent sur nous lorsqu'elles sont excessives. Je vous donne un exemple. Nous payons des taxes et nous sommes assujettis à des prélèvements dont la légitimité me paraît contestable. On l'a déjà dit, hein, il y a la taxe dite Chirac qui contribue au financement de la recherche sur le sida. La cause est très juste, mais pourquoi est-ce que c'est une compagnie aérienne qui paye ça ? Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas indispensable pour nous. Donc il y a un premier élément de
premier type de choses, alléger les contraintes qui pèsent spécifiquement sur le transport aérien et qui ne me paraissent pas justifiées. On a une deuxième chose, c'est que nous, à l'échelle européenne, on pousse pour l'adoption d'un régime d'e-shipping, c'est-à-dire analogue à celui qui est en vigueur dans le transport maritime, d'allègement des cotisations sociales des navigants, qui permet aux États membres d'alléger les cotisations sociales des navigants. Ça a été très grande réussite dans l'armement maritime. Les trois grandes compagnies de l'armement maritime, maintenant, les 3 premiers mondiaux sont 3 Européens. Il y a 20 ans, c'était pas du tout gagné, ça. C'était même pas du tout ça. Et puis la troisième chose, vis-à-vis des États du Golfe, mais pas que des États du Golfe, je précise, pas que des États du Golfe, mais notamment des États du Golfe, on pousse l'Union européenne à regarder plusieurs choses. D'abord, à ce qu'on ait un mécanisme de règlement des différends. Nous n'avons pas dans le système de l'aviation civile internationale de système de règlement des différends analogue à celui qui existe dans le commerce mondial. Quand il y a un différend en commerce mondial, on le connaît bien, nos amis d'Airbus et de Boeing le connaissent, ils passent devant un système de régulation de l'OMC. Je précise à l'auditoire, le transport aérien n'est pas dans l'OMC. Elle n'est pas dans l'OMC et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mécanisme de règlement des différends. Donc s'il y en a un, au moins qu'on ait un système pour le régler. Et puis deuxièmement... Qui serait où, excusez-moi? Pardon. Qui serait dans quelle institution donc? Soit c'est dans le cas de l'OACI, on fait un élément de la convention OACI, soit on pourrait se rattacher sur cette partie-là au système OMC. Après, tout est possible. Hein. Et puis la troisième chose qu'on demande, c'est que nous pensons qu'un des avantages importants dont bénéficient les compagnies du Golfe, c'est des infrastructures qui ne sont pas chères. D'ailleurs, qu'on connaît bien, puisque quand on se pose à Dubaï, on doit payer le même prix que ce que vous payez, et dont nous pensons absolument clairement que c'est dû au fait qu'il y a confusion, disons, d'actionnaires ou d'intérêts entre l'aéroport ou les infrastructures de l'aviation civile et la compagnie aérienne. C'est pas le cas chez nous en Europe, d'ailleurs c'est pas le cas dans le monde. Et je pense que cet élément de régulation devrait être changé. Voilà. Ça c'est un sujet qui, je pense, est très très important pour nous. Voilà. Thierry Antinori, certains pays comme la France refusent de vous accorder des droits de trafic supplémentaires. Les Pays-Bas viennent de geler les droits de trafic pour Qatar Airways, donc pour le Qatar. Les États-Unis, donc on ne sait pas, mais les compagnies aériennes demandent la remise en cause de l'Open Sky. Craignez-vous une généralisation des mesures protectionnistes, on va dire, entre guillemets? Non, on est vigilant et on observe ce qui se passe, mais on est une compagnie aérienne, donc on continue à développer notre network, nos produits, et à embaucher et à motiver les meilleurs personnels. Et moi, personnellement, je pense que le débat existe, ok, c'est légitime, mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, on parle de mobilité et on parle de consommateurs. Donc les gouvernements, les entités, elles représentent aussi les consommateurs de leur pays, elles représentent aussi les intérêts, comme je le mentionnais, touristiques d'un pays. Donc je suis assez serein sur le bon sens général. Et si je prends le cas de la France, c'est quand même pas de la rocket science, vous n'avez pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre, il y a 112 vols par semaine, c'est-à-dire 17 vols par jour sur le Royaume-Uni. Il y a 9 vols par jour, enfin Dubaï, Royaume-Uni, d'Emirates, 9 sur l'Allemagne et même pas 5 sur la France. Donc on dit qu'il y a des opportunités ici, c'est tout. Donc on est assez optimiste. Et puis on vit avec quelques goulets d'étranglement dans certains pays, mais on a 10 villes européennes qui nous ont déjà demandé d'ouvrir des vols vers New York ou les États-Unis. On mappe environ 100 aéroports au niveau du monde où on pense que d'ici le jour où on ouvrira DWC, Dubai World Center, enfin on transférera à Emirates des compagnies, des villes moyennes, des villes moyennes aujourd'hui, mais qui vont être des villes dans les pays émergents qui peuvent être des endroits où on peut poser nos avions. Donc je dirais que à la fin, le bon sens et la force du consommateur devraient prévaloir. Après, s'il y a des ajustements à faire dans un débat intra-européen, où je comprends complètement M. De Juniac sur le poids des charges sociales, on a les mêmes avec nos collaborateurs en France, by the way, ça c'est une question absolument à discuter ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les dynamiques géographiques, économiques, commerciales. Et donc on observe, mais moi je ne suis pas... on a un mapping clair de ce qu'on peut faire avec nos avions à l'avenir, et donc je suis serein. Si vous voulez, ce qu'on a fait en France, par exemple, on vient de faire un accord avec la SNCF, 19 villes en côte-chère,
sur le train. Donc Vous ça aviez nous lancé aide. aussi, il y en avait un déjà en 2005 que vous aviez arrêté il y a une dizaine Mais là maintenant c'est officiel, donc je dirais pour l'instant en France, SNCF c'est possible, DGAC c'est pas possible. Mais ça va sans doute évoluer un jour. Alexandre de Gignac, les questions sur les droits de trafic sont souvent des questions de rapport de force entre les États. Et Air France a un peu la malchance d'appartenir à un pays qui construit des avions commerciaux et militaires qu'achète le Golfe. Et les droits de trafic font partie d'une négociation souvent plus large. On l'a vu avec le Qatar, où le discours sur le gel des droits de trafic aux compagnies du Golfe n'a pas résisté à la commande du Rafale. Ne serez-vous pas perdant à tous les coups en France ? D'abord, je voudrais juste relever un point dans votre question. On a la chance d'appartenir à un grand pays aéronautique. C'est plutôt une chance formidable, hein, parce que je pense que Air France bénéficie de ces traditions aéronautiques. Voilà, il y a quand même une compétence de nos ingénieurs, des pilotes, des hôtesses et stewards de la compagnie qui vient de cette espèce de, comment dire, d'ADN français très 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 fortement orienté aéronautique. Donc moi je dis c'est une chance. Ça. Alors après, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Air France de donner les droits de trafic à une compagnie, quelle qu'elle soit, que ce soit en contrepartie ou pas d'un contrat, c'est pas le sujet. Moi, pour nous, c'est une mauvaise nouvelle. Non, mais pour nous, c'est une mauvaise nouvelle. C'est simplement parce que ça va prendre du trafic qui, au lieu de connecter à Charles de Gaulle, dans les deux villes dans lesquelles on veut accorder les droits de trafic, c'est-à-dire Nice et Lyon, qui, au lieu de connecter à Charles de Gaulle, ira connecter en l'espèce plutôt à Doha. Oui, donc, j'essaie d'expliquer ça à beaucoup de patrons d'aéroports régionaux, hein, ou de villes qui ne sont pas des hubs, et aux élus locaux, pour leur dire, vous savez, aller connecter dans un hub dans le Golfe, hein, c'est quand même moins commode qu'aller connecter à Paris. Alors c'est peut-être très chic d'avoir une ligne pour le Golfe, c'est une autre question, hein, mais c'est moins commode. Et d'autre part, je leur explique aussi que s'il n'y a pas de hub à Paris, s'il n'y a pas de hub à Charles de Gaulle, ou si le hub s'affaiblit, la capacité de connexion de la ville de province, elle sera plus faible. Voilà, c'est comme ça. Je crois que ce qui fait que Lyon est bien connecté au monde entier, c'est avant tout la puissance du hub de Charles de Gaulle, ou de Schiphol d'ailleurs. Également de Munich et Francfort, pas très loin. Et en plus Munich, Francfort et Londres d'ailleurs également. Hein. Et c'est vrai pour Nice aussi ça. Les connexions à partir des hubs européens de ces deux villes qu'on vient de citer, ça doit être 30 fois l'offre de connectivité qu'offrent les trois villes du Golfe. Ce qui est assez logique sur le plan géographique, mais ce qui en prouve l'importance. Hein. Si vous prenez Lisbonne, aujourd'hui, il y a 22 destinations long courrier au départ de Lisbonne. Si vous prenez Düsseldorf, je crois qu'il y en a 10 au départ de Düsseldorf. Il y a des villes moyennes d'Europe qui sont autour de 15 destinations long courrier. Lyon, il y a 2 destinations long courrier. C'est pas assez. Cette ville devrait être reliée à New York. C'est la capitale de la région Rhône-Alpes. C'est une des régions dynamiques. Donc là, je suis désolé, je ne suis pas complètement d'accord. Aller à Dubaï sur un avion long courrier avec un produit long courrier entre Lyon et Dubaï, vous n'avez pas de problème pour placer vos bagages à main, vous avez une qualité de connexion pour vous, votre bagage, qui sont reconnus, vous avez des lounges, vous avez une compagnie qui offre un bon produit bout en bout. C'est aussi une option. Je dirais donc après, c'est la compétition. Les 2 stratégies qui sont là et le client choisira. Mais moi, je pense que Lyon mérite beaucoup plus. Les provinces françaises, la France est quand même un pays, moi je suis français, je suis fier d'être français. Le tourisme dans les régions, on pourrait faire beaucoup mieux. Je vois les Taïwanais, il faut savoir que 50% des destinations qu'on dessert en Asie, c'est même pas des destinations, nous Émirats, c'est pas des destinations par exemple desservies par Air France. Donc, les gens qui veulent venir de Taïwan en Europe, ils passent par Dubaï. Enfin, il y a KLM. Mais ils n'iront pas, ils ne programmeront pas Lyon aujourd'hui, parce que Lyon n'est pas desservi tous les jours. Les Australiens ne programment pas Lyon, c'est les tour opérateurs, parce que ce n'est pas desservi tous les jours. On dit aux clients lyonnais, vous avez le droit d'aller à Dubaï, mais pas mardi et pas jeudi. Pourquoi ? Donc, Lyon est injustement sanctionné par des alliances parisiennes. Les régions françaises sont injustement sanctionnées par des alliances parisiennes qui sont des alliances défensives du XXe siècle.
Des alliances entre Et qui alors? je ne sais pas entre qui et qui. Moi, je n'ai pas le temps. Je m'occupe des clients. Je parle aux clients lyonnais. Je suis avec Thierry de Bailleul. On va à Lyon. Il y va tous les mois. Et c'est tout. Donc, c'est dommage. C'est tout. C'est dommage. Surtout quand vous avez le ministre du Tourisme, enfin des Affaires étrangères et du Tourisme, qui parle de trésor national. Thierry, je vais vous dire deux choses. D'abord, si vous de voyagez chez nous, trépigne. si vous voyagez sur nos lignes et vous connectez à m'arrive, Charles hein, de ça Gaulle, m'arrive. bon, vous aurez de la place pour vos bagages à main. Je vous rassure, il y a beaucoup de place pour les bagages à main. Donc ça, je vous rassure, c'est pas. La deuxième chose, c'est qu'en matière de tourisme, c'est très contestable ce que vous dites en chiffres. Non, c'est très contestable en chiffres. Vous voyez, si on prend par exemple une ville comme Séville, une ville hautement touristique comme Séville, qui n'a pas de vol long courrier, eh ben, elle a 2 fois à 3 fois plus de touristes extra-communautaires. Hein. Donc je parle de touristes qui viennent par du long courrier et qui connectent quelque part en Europe, que n'en a une ville comme Lyon, par exemple. Vous voyez ? Donc il n'y a pas un lien automatique entre la connexion long courrier et de la ville en direct et la présence du tourisme. Il n'y en a pas, en fait. Moi, si vous voulez, je parle aux gens de Lyon. Parce que qui connaît mieux Lyon que les Lyonnais? Pas moi, M. de Juniac. Non, et donc, les Lyonnais me disent ça, je les crois. Parce que I look in their eyes. Ils ont raison. Oui, mais Thierry, dans vos vols, parce que moi aussi je regarde, mais je regarde vos vols aussi. Dans vos vols, pour Lyon, bien regardé. Merci, dans vos Monsieur vols, le Président. Vous avez 8 passagers sur 10 qui ne sont pas des touristes étrangers, qui sont des Français. Voilà, et qui sinon iraient chez moi. Non, voilà. je pense... Si. Non, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je crois que la majeure partie des Lyonnais, on a stimulé du marché, et bien sûr, ils ont le choix, ils basculent vers Emirates, mais il y en a beaucoup qui passent chez vos amis de Lufthansa, à Munich et à Francfort, et Turkish Airlines, les alliés de vos amis Lufthansa, Turkish Airlines, qui pillent le marché français, parce que c'est une compagnie européenne qui a tous les droits de trafic possibles. Mais je vois que c'est vous pas utilisez grave. le mot piller, je suis assez d'accord. Oui, Voilà. mais il faut Il est parler pas à tout votre seul, ami hein. Karsten. Ouais. Je sais pas. Il Non. n'est pas tout seul, la Turquie. Non, mais en tout cas, nous, honnêtement, sans rentrer dans les flagorneries, sous M. de Juniac, Air France a fait beaucoup d'efforts en termes de produits. Donc on se sent réconforté dans notre stratégie quand on voit que les compagnies européennes investissent dans le produit. Je pense que les dirigeants de certaines compagnies européennes observent aussi ce qui se passe, comme vous le dites, et je connais aussi votre collègue de Francfort, et j'ai l'immodestie, indépendamment de vos qualités stratégiques et de celles d'autres personnes, de penser que si les compagnies aériennes du Middle East n'avaient pas mis autant le paquet dans le produit les 10 dernières années, les compagnies aériennes européennes ne pousseraient pas autant et resteraient au niveau de la troïka américaine, Delta, United et American, qui font des profits records et n'investissent rien pour le client. Il y a quand même des efforts là ces derniers temps. Regardez les vols domestiques aux États-Unis. Mon patron Tim dit « It's a disgrace ». Okay, vous avez 16 sandwichs pour 16 passagers, 8 turkey and 8 hams. Et donc, mais donc, indépendamment de ça, sur les vols domestiques, oui, les avions sont de plus en plus vieux, sont de plus en plus petits, et les profits sont de plus en plus. Les compagnies aériennes américaines, les 2 dernières années, elles ont passé leur temps, les 3 grosses, à faire un rapport de 55 pages sur les compagnies du Middle East. Et nous, pendant ces 2 années, Emirates, on a mis en place 25 nouveaux 380, ouvert 15 nouvelles routes au niveau mondial. Chacun sa philosophie. Mais en tout cas, je suis assez d'accord. Et donc, on est complètement ouvert et le client décide, parce que peut-être que M. de Gignac a raison, et il a prouvé par beaucoup de ses décisions avec son équipe qu'ils ont souvent raison et qu'ils prennent les bonnes décisions. Mais donc, le client décidera si c'est mieux de transiter par Paris, par Istanbul ou par Dubaï. Je reviens. Je suis d'accord avec ça. Hein, c'est le client qui décide. Et donc, Je croyais que vous alliez dire, je suis d'accord, la stratégie d'Air France-KLM est bonne. Non, mais je le remercie. Je le remercie de ses propos élogieux. Moi, je ne suis pas là pour vous dire du... Non, mais ce qui est vrai, c'est que, c'est que partout dans le monde, on est remonté en gamme en matière de produits. Les compagnies du Golfe, et Emirates d'ailleurs, a donné le ton, pas seulement. Hein, je rappelle qu'il y a quelques compagnies asiatiques qui sont pas mal non plus, et qui donnent aussi le là dans ce domaine-là. Et même les compagnies américaines, sur le long courrier, ont fait beaucoup de progrès. Si vous revolez sur les compagnies américaines, je comprends, on n'a pas besoin. Je vois le domestique et c'est dur. Mais le domestique, c'est autre chose. Hein. Mais je dirais que... Attendez, pardon. Ouais, Parce que vous avez dit une chose aussi sur laquelle, là, je ne suis pas d'accord, mais je sais que c'est la politique d'Emirates. Bon, c'est la vôtre. Hein. C'est que vous ne croyez pas aux alliances. Emirates ne croit pas aux alliances.
D'ailleurs, vous l'avez dit, Oui, il y a des alliances. nous n'y du XXe croyons siècle. pas Bon. vraiment. Moi, je voudrais vous dire, les alliances, c'est un petit... Enfin, pour nous, Air France KLM, hein, je vous en cite 2 exemples. C'est 1000 destinations grâce à SkyTeam. Un petit détail, mais enfin, 1000 destinations, c'est juste gigantesque en réalité. Et dans le fond, c'est ce que nous demandent aussi nos clients. Ils nous demandent aussi de pouvoir accéder de n'importe quel point du monde à n'importe quel point du monde de manière simple, rapide, confortable, sympa, voilà, sans qu'on perde des bagages. Et deuxièmement, si on prend un deuxième exemple qui est Delta, qui est notre partenaire sur l'Atlantique Nord, cette alliance, elle est formidable. Hein. Elle vous permet d'accéder à 4 hubs aux États-Unis, 2 en Europe, des connexions partout. C'est quand même, enfin, vu de nous, mais là, bon, là-dessus, on a une politique différente. Hein. C'est absolument clé. Et c'est dans l'intérêt, on ne le fait pas que dans l'intérêt des compagnies, on le fait dans votre intérêt, c'est-à-dire de vous, les voyageurs. Hein. Voilà. Non, nous, on ne croit pas aux alliances parce qu'on veut contrôler ce qu'on fait. On est obsédé par le produit, le pricing. Et les alliances, ça ne marche pas toujours aussi bien. Je vous prends un exemple, Delta, que vous avez mentionné. Si vous allez de Seattle à Ahmedabad, aujourd'hui en Inde, si vous prenez Emirates, vous avez One Connection via Dubaï. Je vais vous donner les chiffres exacts, je ne vais pas faire d'erreur. Ça vous prend 20 heures et 55 minutes. Si jamais vous utilisez Delta Seattle, un de leurs hubs, pour aller à Ahmedabad, vous arriverez 24 heures et 54 minutes plus tard. Donc 44 heures, plus de 44 heures. Parce qu'il faut que vous passiez par Seattle, Enfin, je pense jusqu'à Amsterdam. Je donne un exemple. Non, mais il y a beaucoup d'autres. Non, mais laissez-moi parler. Non, mais après vous pouvez donner d'autres exemples. Donc, vous allez de Seattle à Amsterdam, vous allez d'Amsterdam à Delhi, et après vous finissez avec Air India, et voilà. Si vous prenez United, parce que c'est pas que Delta, on aime tout le monde, ça dure 25 heures, 20 minutes de plus que Emirates. Et si vous prenez American Airlines, vous ne pouvez même pas parce qu'ils ne vont pas en Inde. Donc voilà. Donc nous, c'est notre réponse à ça et le client décidera. Emirates a 60% de croissance de chiffre d'affaires en 4 ans. Notre capacité a augmenté de 60%, de 60%, notre chiffre d'affaires a augmenté de 70%, notre coefficient de remplissage est stable avec 60% d'offres en plus, notre recette unitaire est stable en dépit d'effets change négatifs. Donc le client achète nos produits. Hier, ça a commencé dans le bridge à Dubaï. Une femme française me dit « Où est-ce que vous habitez ?» Je dis « À Dubaï ». Elle me dit « Ah, vous faites partie des Français ». Elle dit « Emirates, c'est génial ». Il y a beaucoup de gens qui croient en ce qu'on fait. Après, il y a d'autres clients qui voyagent sur SkyTeam. Absolument. Moi, quand je voyage en domestique en Europe, je voyage sur Air France ou sur Lufthansa. C'est des bonnes compagnies en qui j'ai confiance. Mais après, au niveau big picture, je crois que Fabrice, il y a quelque chose qu'on a en commun avec Air France. Ils investissent dans le produit, on investit dans le produit. Donc, quelque part, cette culture de customer centricity me paraît plus développée qu'au niveau des 3 membres de la Troïka. Là où on diverge entre Air France et nous, c'est au niveau du cadre de la compétition. C'est comme dans le real estate. Si vous faites du real estate, vous demandez les trois priorités à un marchand de biens, il va vous dire location, location, location. Emirates, nos 3 priorités, c'est competition, competition, competition. Et d'autres compagnies, c'est plutôt protection, protection, protection. Aux États-Unis, c'est clair. Donc, on a la même philosophie là-dessus, et après, on se départagera sur comment on influe sur le débat de la compétition versus la régulation. Et voilà, donc, je dirais, mais on n'est pas en désaccord sur tout. Air France est une compagnie louable. Surtout qu'on ne demande pas protection, vous avez remarqué, hein, on demande stratégie offensive. C'est très différent. Hein. Justement, moi, ça m'intéresse beaucoup si vous allez... Quelque part, vous êtes en train de basculer vers la Troïka et vous méritez mieux que ça, monsieur De Juniac. Non, je ne bascule vers rien du tout. Vous avez remarqué que je n'ai rien dit là-dessus. Non, moi je fais offensive. Non, c'est juste. Stratégie, offensive, alliance, produit, consommateur. Allez. Donc il y a des choses et en ça commun. Marche, hein. Produit, alliance, on n'est pas d'accord, et compétition, on verra. Alexandre de Gignac, agiter justement le chiffon rouge quand même contre les compagnies du Golfe, n'est-il pas un moyen de cacher les difficultés de réformer les transporteurs européens ? Non, alors ça pas du tout, parce que nous n'aurons pas ni l'outrecuidance, ni l'aveuglement de demander au pouvoir public d'adopter une stratégie offensive dans le domaine sans faire des efforts nous-mêmes. Elles iront ensemble. C'est d'ailleurs à la stratégie des pouvoirs publics
qui viendra en appui d'un énorme effort chez nous, à la fois en faveur du consommateur, et puis de réduction de coûts, et puis de politique, nous, de partenariat et d'alliance, parce qu'on pense que c'est clé. Parce qu'on pense que dans la future compagnie, ou les futures quelques grandes compagnies mondiales, nord-américaines, européennes, asiatiques et peut-être Golfe, ce sera fondé sur un réseau d'alliances, peut-être capitalistique, peut-être pas, ça dépendra un petit peu des législations nationales, mais ça passera par là, ça passera par un super produit et ça passera par une réforme interne très forte. Et si on ne fait pas cette réforme interne, nous ne nous sentons pas légitimes à demander que les pouvoirs publics français ou européens nous aident. Donc, mais en revanche, nous pensons indispensable, si nous faisons cette réforme qui va demander des efforts énormes à nos salariés, que les pouvoirs publics contribuent par une stratégie offensive, je répète. C'est pas du protectionnisme, notre affaire. Pour autant, vous voulez que le dossier soit porté à l'OACI. On sait très bien que l'OACI, c'est hyper lent, c'est très peu dynamique, et donc il faudra passer par des accords bilatéraux. In fine, ça va durer hyper longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt moyen de nouer une grande alliance avec les compagnies du Golfe? Avec une des compagnies du Golfe, vous avez déjà un accord avec Etihad. On a déjà un accord avec Etihad, qui est un concurrent d'Emirates. Absolument. À quelques kilomètres d'ailleurs. 150. 150 kilomètres de chez vous. Donc c'est une alliance qu'on a plutôt tendance à développer, mais en essayant de la faire dans l'intérêt des deux parties. Ce qui est toujours compliqué, mais ça a marché dans le fond. Mais quand vous y réfléchissez avec Delta, je voudrais citer un chiffre, je ne sais pas si tout le monde a ça en tête. Notre alliance avec Delta, c'est 13 milliards de dollars de revenus. C'est presque plus gros que British Airways, juste sur l'Atlantique Nord. Donc vous voyez, c'est énorme. Mais on a mis 25 ans à la bâtir. D'ailleurs, c'est nos amis de KLM qui ont commencé avec Northwest, et puis on a intégré cette alliance avec Delta et Air France. Et puis dans Air France KLM, on a maintenant une alliance avec ce qui était Northwest, qui a été racheté par Delta, et KLM qui a fusionné avec Air France. Mais ça a mis 25 ans. Donc, ce n'est pas surprenant qu'avec Etihad, on a commencé depuis 2 ans, on n'en soit pas au même niveau de développement. Vous voyez, il n'y a pas de. Mais pas choquant. in fine, le but, c'est de dupliquer le modèle avec Delta. Si on peut s'en rapprocher, c'est bien. Vous voyez, sur des zones géographiques pour lesquelles c'est d'un intérêt pour Etihad et d'un intérêt pour nous. Vous voyez, voilà. Je pense que certaines joint ventures, potentiellement, peuvent être dangereuses pour le consommateur parce que vous avez une antitrust immunity où les compagnies ont légalement le droit d'ajuster leurs offres et leur pricing. Donc, on a vu l'acharnement quand Emirates a utilisé les droits de trafic qu'on avait entre Milan et New York, où maintenant, d'ailleurs, depuis le 1er juin, on opère le vol en 380. Il y a eu un acharnement assez fort, et peut-être parce qu'il y avait des joint ventures et des antitrust immunity, je ne sais pas. Nous, on n'est pas là-dedans. Non, Thierry, c'est normal qu'on se batte contre ça. On est très content. C'est normal qu'on se batte d'être une alternative à ces alliances. C'est tout. Non, mais c'est normal qu'on fasse concurrence contre vous. C'est vrai qu'on a. Mais comme vous sur un axe, c'est normal. Ça. Prenons un axe où il n'y a pas d'alternative. Amsterdam-Houston, je ne sais pas, ou je ne sais pas. Donc, mais c'est un modèle qui fonctionne. Je suis d'accord. Ça marche. Je serai shareholder d'Air France, je surveillerai ça avec autant de précision que le fait M. De Juniac. Non, mais surtout, nous, d'un point de vue consommateur, on est assez confortable d'être tout seul. Vous avez des super prix, surtout sur l'Atlantique Nord. Pardon, c'est pas parce qu'il y a des joint ventures que le consommateur est massacré. Ça, c'est complètement faux. Enfin, pardon, c'est pas parce qu'on a une antitrust immunity que vous n'avez pas des super prix sur New York, sur Los Angeles ou sur Houston. Je vous engage à le vérifier. D'un autre côté, il y a quand même... Chez nous, bien sûr. La concurrence, elle est quand même limitée à 3 alliances. Ça pourrait être quand même plus développé. Et toute la polémique aux États-Unis vient de cette défense de l'Atlantique Nord. C'est encore un des rares marchés avec le marché intérieur américain qui est, entre guillemets, concentré, quoi. Moi, ce que je peux vous dire, il y a 10 villes en Europe. Il y a 10 villes en Europe aujourd'hui, 10, pas 9, 10 qui nous ont approchés. La 10e nous a approchés samedi dernier, quand Tim était à Miami, pour qu'on desserve les États-Unis depuis leur ville. Ça veut dire quand même quelque part qu'il y a des opportunités, que certains consommateurs ou certaines villes veulent des alternatives. Justement, ça s'appelle les droits de 5e liberté. Vous en avez plusieurs en Europe. Est-ce que vous comptez les utiliser du coup ? Pour l'instant, on n'a pas de commentaires à faire là-dessus. C'est Tim Clark, qui sera d'ailleurs à Paris la semaine prochaine, qui peut plus parler de ça, parce qu'on écoute, on analyse, mais il
y a différents paramètres dans les décisions qu'on prend, mais pour l'instant, on est focalisé sur notre business model, qui est de relier les principales villes du monde aux autres villes du monde en one-stop via Dubaï. Et on a cette exception sur Milan-New York, qui est des droits de trafic que nous a octroyés le gouvernement italien, des droits de trafic qui n'avaient pas été utilisés pendant 2 ans par Singapore Airlines. Et donc, on a pris quand on les a reçus. Et voilà, c'est tout. Fabrice, il y a un point qui a été soulevé là, qui est intéressant, qui consiste à dire, dans le fond, la concentration, ça va contre le consommateur. Moi, je pense que ça n'est pas, dans notre cas, ça n'est pas vrai. Pourquoi ça n'est pas vrai? Parce que, le transport aérien, c'est un secteur qui n'est pas du tout concentré. Le premier acteur mondial, qui doit être Delta ou United, c'est 3% du trafic. Donc, c'est un secteur complètement éparpillé. Et 2, on est un secteur qui est très, très capitalistique, à très faible marge. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans d'économie pour dire que dans un secteur capitalistique à faible marge, la seule réponse qui est bonne pour tout le monde, pour les producteurs et les consommateurs, c'est la concentration. Sinon, les producteurs se cassent la figure. Il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, je pense que la concentration, c'est une bonne chose pour le secteur et pour tout le monde. Vous voyez ? Il faut que ça arrive. Hein. Qatar Airways s'est rapproché de British Airways. Air France-KLM travaille avec Etihad. Est-ce que vous, à terme, est-ce qu'on se dirige vers en gros un partage? Est-ce qu'en gros vous êtes prêt à signer un accord un jour avec une compagnie européenne comme vous l'avez fait avec Qantas? Aujourd'hui, avec notre network en Europe, on a 37 villes en Europe et on va ouvrir Bologne le 3 novembre, donc 38. Et notre philosophie, on est assez à l'aise dans notre business model, donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Les partnerships qu'on a avec des entités européennes, ce sont des partnerships dans d'autres domaines. On est sponsor du Real Madrid, de Paris Saint-Germain, donc on a aussi un partenaire. Ce n'est pas Air France, c'est Roland Garros, c'est Paris Saint-Germain. On a un accord de frequent flyer avec EasyJet, par exemple, donc on a quelques éléments de partnership. Donc les miles que vous avez sur le système Skywards Emirates, vous pouvez en faire la redemption, avoir des billets gratuits ou des billets miles, des primes, pardon, sur EasyJet. Mais non, on n'est pas intéressé à ce stade par changer de business model. Très bien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur au fond, là-bas. Présentez-vous. Hein. Oui, bonjour, Stéphane Garçon, vice-président du développement international pour le groupe Altran. Je reviens sur les questions de produits et de services. J'ai vu dernièrement une émission qui mettait en confrontation le groupe Airbnb et le groupe Accor. Et la conclusion a été que le groupe Accor a besoin d'investir énormément en numérique et en digital pour contrer un point essentiel dans le service, c'est la compréhension du client. Airbnb n'est pas un prestataire d'hôtellerie, mais plutôt un prestataire de services connaissant très bien son client. Ma question maintenant dans l'aéronautique et plus particulièrement dans les compagnies aériennes, est-ce que vous pensez qu'il y a un danger sur la numérisation, digitalisation des services? Et quand on pense à un voyage end-to-end de la maison à l'hôtel, comprenant la partie airlines, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le futur de ce type de service? À qui s'adresse la question? Alors, 3 choses. 1, le numérique devient un élément essentiel pour nous. On a à peu près un quart de notre chiffre d'affaires qui passe directement par Internet pour la vente de billets. C'est assez stable pour l'instant. Ça a été stable depuis quelques années, mais ça va augmenter. Si on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est probable que de plus en plus de billets seront vendus là. Donc pour nous, la stratégie numérique, c'est absolument clé. On a des centaines de personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, pour Air France-KLM, aucun doute. Deuxièmement, est-ce qu'on le voit comme un danger ou comme une opportunité? Les deux. C'est une opportunité gigantesque de très très bien connaître nos clients, d'analyser ce qu'ils veulent, de pouvoir leur proposer les offres qu'ils souhaitent, etc. Donc c'est gigantesque. Ça s'appelle du CRM, je crois. C'est pas à vous que je vais dire ça, parce que vous devez faire ça chez Altran, j'imagine. C'est aussi un danger parce qu'il y a quelques quelques acteurs nouveaux qui arrivent avec, disons, une approche assez différente. Si vous allez sur un moteur de recherche bien connu, avec 2 O, vous voyez, et que vous regardez le système de recherche de voyage, vous avez maintenant des appréciations qualitatives sur les vols.
c'est compliqué, hein, sur le pitch des sièges, sur le fait que le vol est en retard, etc. Donc ça c'est quand même un défi pour nous, quoi. Mais absolument clé pour Air France KLM. Majeur, l'investissement en numérique et dans la connaissance du client. Est-ce qu'il y a monsieur Verne. Oui, Jean-Michel Verne, je suis président de l'Union des aéroports français et président du directoire de Toulouse. Alors je vais essayer de ne pas tomber dans la polémique et dans l'opposition Air France-Emirates. Simplement, ma question part de deux ou trois constats. Premièrement, on sait qu'on aura des problèmes de capacité en Europe sur les grands aéroports à l'horizon 2025-2030 et que les pistes sont les pistes et qu'on n'en construit pas facilement. On a de la capacité sur des aéroports régionaux. Deuxièmement, on a des aéroports régionaux en France qui sont petits à l'échelle européenne. Nice est 37e européen. Lyon, Marseille, Toulouse sont dans les 50e. On veut faire des régions importantes. Troisième élément, la connectivité, et une étude de la CI Europe l'a montré, la connectivité développe l'économie. 10% de connectivité en plus, 0,5 points de PIB. Donc nous pensons, dans les aéroports, en dehors de... Et on ne conteste pas qu'il y aura des hubs et l'importance des hubs. Nous pensons que les développements des liaisons, de la connectivité et des liaisons point à point est important. Il s'est fait très fortement sur le moyen courrier ces dernières années avec la libéralisation du ciel. Et il y a une demande forte des clients pour le faire sur du long courrier, soit vers des hubs, soit sur du long courrier point à point. Quelle est votre réponse par rapport à ça pour développer et répondre à ces demandes que vous avez mentionnées dans les débats? Quelles sont les réponses d'Air France et éventuellement d'Emirates? Merci. Emirates, c'est très simple. On réclame plus de droits de trafic et on achète des avions. Donc on est prêt à venir. Notre réponse, j'ai essayé de l'esquisser tout à l'heure, hein, c'est oui, la connectivité, ça augmente le PIB et les opportunités pour toutes les villes. Et nous disons la connectivité, c'est nous qui l'assurons, à Charles de Gaulle ou à Schiphol. Donc vous pouvez soit la faire chez nous, et je pense que c'est votre intérêt, puisque c'est quand même plus près et plus facile, qu'aller le faire plus loin. Voilà. Et donc pour nous, on développe nos deux hubs qui assurent la connectivité intercontinentale, et puis on assure, alors à Toulouse, en plus, je crois qu'on peut pas Toulouse ne peut pas se plaindre de la connectivité avec Charles de Gaulle ou avec Orly, hein. On assure un flux de trafic qui permet aux passagers toulousains, aux hommes d'affaires toulousains, de pouvoir connecter avec tous les vols du monde sur nos plateformes de Charles de Gaulle ou d'Orly d'ailleurs, ou de Schiphol. Voilà, donc c'est ça la réponse. En fait, elle n'est pas très différente de celle de Thierry Antuneris, parce que moi je vous dis, venez plutôt connecter à Charles de Gaulle ou Paris plutôt que faire 5000 km pour connecter ailleurs. C'est plus facile. Donc, l'expérience que j'ai si je compare les 3 compagnies aériennes où j'ai travaillé, il y a des degrés de maturité et il y a des décades différents. Air France, Lufthansa et donc Emirates. Il faut prendre ça donc avec adaptation. Si vous avez une force de vente, je dirais, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, on prend un exemple Australie ou non, même un pays, disons l'Inde. Parce qu'on est tous en Inde, KLM, Air France, nous, les autres. Vous beaucoup plus d'ailleurs. Oui, vision. Mais non, mais juste ça peut être un autre pays. Je pense que si vous avez un vol sur une escale comme Toulouse pour Emirates ou sur une escale comme Bologne, pour prendre l'exemple qui arrive, vous aurez un focus beaucoup plus fort parce que c'est une nouvelle destination de votre compagnie. Donc la force, l'équipe de vente d'Emirates en Inde ou à Taïwan ou en Thaïlande ou aux Philippines ou en Indonésie va très vite chercher le contact de l'Office italien du tourisme dans le cas de Bologne parce que c'est une nouvelle opportunité, c'est notre métal, comme on dit, notre avion, et donc il faut pousser. Alors que quand vous êtes dilué, que vous êtes patron d'Air France ou patron de KLM ou patron d'une autre compagnie dans ces pays, of course, vous voyez le réseau gigantesque que vous avez en Europe avec 200 villes, 150 villes, mais qu'est-ce qui va faire que vous allez pousser plus Toulouse cette année que l'année précédente? Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir Bologne qui va devenir plus important? Vous n'aurez jamais le même drive parce que vous avez trop de dilution et un network qui est absolument énorme. Donc je pense que avoir des compagnies qui arrivent avec leur métal sur des nouvelles villes, avoir un avion long courrier avec un meilleur service va accélérer la prise de conscience de l'opportunité touristique
au niveau mondial. Et après, dans le cas de Bologne ou dans le cas de Toulouse, une compagnie comme Air France va aussi prendre sa part dans le gâteau qui va grossir. Donc le gâteau grossit, tout le monde grossit. Mais je pense que pour accélérer la croissance du gâteau, vous avez besoin d'une compagnie long courrière. Et il y a 22 destinations à Lisbonne, il y a 17 destinations à Düsseldorf, et il y en a 2 à Lyon et 0 à Toulouse. Donc je pense que c'est ça. Et à la fin, c'est un win-win, comme on dit parfois. Bon, c'est là qu'on diverge un peu, comme vous imaginez. C'est bon, on n'est pas là pour être d'accord sur tout. Même on diverge franchement. Non, il y a un autre point qui est peut-être sous-jacent à ce que je vous disais, c'est que les compagnies aériennes, c'est ce qu'ont compris les États du Golfe, c'est une infrastructure critiquissime. C'est pas uniquement pour le tourisme. Le tourisme, c'est un point fondamental. Alors pour la France, première destination touristique mondiale, évidemment, ça va de soi. Mais quand vous êtes une entreprise multinationale ou même une PME qui veut exporter, si vous n'avez pas une grande compagnie internationale dans votre pays ou à proximité, je peux vous dire que c'est un très très gros handicap. C'est immense. Donc, dit autrement, avoir une compagnie puissante et un hub puissant, c'est une infrastructure critiquissime pour la France. Et nous disons, voilà, si on développe des liaisons point à point long courrier depuis les villes de province, ça affaiblit notre hub, ça affaiblit Air France KLM, et donc ça affaiblit une infrastructure qui est essentielle à l'économie française, mais essentielle. Je vous rappelle, on fait 1,4% du PIB de l'économie française, Air France, c'est pas rien, c'est 55 000 emplois directs français, c'est 300 000 emplois induits, donc c'est énorme comme impact. Il ne faut pas l'oublier. Oui, dernière question peut-être. Bonjour Monsieur Juniac, bonjour Monsieur Antinori. Je suis étudiant en classe préparatoire, je m'appelle Raphaël Garec, je suis un passionné d'Air France et je défends votre compagnie tous les jours. D'abord, j'aimerais bien vous féliciter pour votre stratégie de montée en gamme réussie qui aujourd'hui prouve les qualités d'Air France et vous dire qu'on croit en votre avenir et aux 55 000 employés qui travaillent chez Air France. Voilà. D'autre part, j'aimerais vous poser une question par rapport... Je vous remercie, ça va droit au cœur, ça, je peux vous dire. J'aimerais vous poser une question par rapport aux alliances et dans le Golfe en particulier et en Asie du Sud-Est. Quelle est votre stratégie du point de vue des alliances, comme avec Etihad, ou est-ce que vous allez concurrencer en propre ou concurrencer avec des alliances? Voilà, merci. Non, pour nous, les alliances, c'est pas pour nous concurrencer, c'est pour développer une activité sur laquelle on est moins. Par exemple, avec Etihad, prenons ce cas-là, comme vous savez, comme l'a dit Thierry Antinori, il est très très présent en Inde. Nous, on est très peu. Et d'ailleurs, sur tout le sous-continent indien, on ne dessert ni le Pakistan, ni le Bangladesh, on ne dessert plus Colombo, donc le Sri Lanka. Voyez-vous, il y a pas mal de destinations dans l'océan Indien, par exemple, qu'on ne dessert plus. Et là-dessus, notamment parce que ce sont des marchés difficiles pour nous et qui sont d'ailleurs très bien desservis par les compagnies du Golfe, d'ailleurs Emirates et les autres. Et donc pour nous, une alliance avec Etihad pour desservir, voyez-vous, toutes ces destinations, où il y a, je parle sous votre contrôle Thierry, mais ça doit être 1 milliard de gens, quelque chose comme ça. Donc c'est pas rien. C'est 2 fois l'Europe en nombre. Alors c'est pas le même PIB par habitant, mais vous voyez, une alliance a du sens là. Beaucoup de sens pour nous. Vous voyez, en Inde, on dessert 3 destinations. Et nos partenaires à Etihad, c'est entre 9 et 11 de mémoire, voyez-vous. Voilà. Rien que sur l'Inde. Très bien, mais écoutez, merci à vous deux. Je pense qu'on peut applaudir Thierry Antinori et Alexandre de Gignac.